Ok, donc bonjour et merci aux organisateurs du colloque de m'avoir permis d'être avec vous aujourd'hui. Vous voyez à peu près bien? Oui. Ok. Bien, donc commençons par revenir à la définition du terme intervalle, car il pointe d'emblée une sorte de hiatus. L'intervalle désigne en effet une portion de temps qui sépare deux moments ou périodes. Ainsi, et c'est le premier aspect qui m'intéresse, l'intervalle s'inscrit d'emblée dans la promesse d'un retour. La série télévisée repose sur un fractionnement narratif, mais elle se réinscrit dans la perspective d'une globalité, d'un tout généralement aussi vecteur de clôture et synonyme d'une cohérence diégétique. Cette dynamique, peut-être paradoxale, du fragment, qui contribue à construire un ensemble, s'apparente pour moi au motif de la mosaïque. Pourtant, et c'est le second point que je pose en préliminaire, l'intervalle implique aussi une forme de redondance, puisqu'il s'agit de temps qui suspend le temps, ou pour être plus précise, d'une période temporelle qui impose une suspension de la temporalité narrative du récit au récepteur, et plus généralement à la réception de l'œuvre. D'où un troisième trait spécifique digne d'intérêt, l'intervalle peut acquérir ce statut de suspension temporaire rétrospectivement. On a ainsi parlé de grand hiatus, et Anne vient d'évoquer cet exemple, pour décrire l'intervalle qui sépare la nouvelle mettant en scène la confrontation finale entre Holmes et Moriarty, dans The Final Problem, et celle qui dramatise son retour dans The Empty House. Dans ce cas précis, il ne devait pas s'agir d'un intervalle, car Doyle avait bien l'intention de se débarrasser de ce détective embarrassant de façon définitive. Mais sous la pression du lectorat, il dut transformer la sortie de scène définitive en intervalle, qui se réinscrit donc dans la fin d'une suspension et qui ne devient intervalle que parce qu'il y a eu reprise. Or, cet exemple très connu permet de réintroduire deux autres facettes. D'abord, le parallèle entre sérialité à la fin du XIXe et au début du XXIe, qui a déjà été abondamment balisé par Aubry et Eskenazi. Mais il permet aussi d'introduire le potentiel créatif que déclenche l'intervalle de suspension narrative. Il ouvre des possibles fictifs qui ont pu se loger dans cette période de temps non couverte par aucune des nouvelles canoniques, ce que Denis Méliès a appelé par ailleurs la faille apocryphe. Il s'agit d'une brèche dans laquelle se sont engouffrés les auteurs d'apocryphes et autres transfictions. Ce phénomène correspond donc à ce que nous appellerions désormais en format sériel des reboots, des séquelles et autres remakes. Par ailleurs, ce type de hiatus semble également propice à une appropriation de la matière fictive par les récepteurs. À l'époque de Doyle, ce sont les courriers qui affluent au 221B Baker Street pour demander le retour du détective ou pour continuer à lui soumettre des cas. À celle de Moffat et Gatiss, c'est l'hyperactivité des fans sur Internet, phénomène également généré et géré par le site de la BBC, pendant la reproduction de ce même hiatus, donc le faux suicide de Sherlock à la fin de la saison 2, qui va engendrer le même type de porosité entre fiction et réalité par réappropriation de la matière fictive. Les scénarios visant à expliquer comment le détective s'y est pris envahissent alors les sites Internet. Là où les créateurs de Sherlock vont plus loin que Doyle, c'est cependant lorsqu'ils se réapproprient cette créativité en la mettant en scène dans le premier épisode de la saison 3, The Empty Hearse. La série télévisée propose une structure et un processus narratif qui reposent sur plusieurs types de tensions. Formule et feuilleton, on en a parlé déjà ce matin, fragments et ensemble, répétition et variation pour reprendre Echo, interruption et absence de principe interruptif, instant et continuité. Plus généralement, le rapport à la suspension temporelle et à la reprise y est central. On peut même dire que la série est fondée sur la notion d'intervalle et pas uniquement du fait de la fragmentation de la diégèse en épisodes. Chaque épisode repose aussi sur une forme de fractionnement si l'on prend en compte les deux génériques, les résumés, les teasers de l'épisode suivant et même les vanity cards. L'intervalle n'est donc pas forcément une suspension vidée de tout contenu, il est même souvent porteur de sens. Commençons par quelques exemples de génériques qui introduisent une forme de suspension au sens de suspense et de suspension du temps, dans l'intervalle. Je pense au générique de Flash Forward et de Mindhunter. Dans le premier, il s'agit d'une image du générique, d'un indice visuel
qui ne fait signe que pour le récepteur et encore rétrospectivement au visionnage. Dans le second cas, il s'agit d'une très courte scène pré-générique récurrente d'un inconnu à Park City, Kansas. Ces scènes d'environ 30 secondes ne font pas clairement sens au terme de la saison 1, même si le récepteur aura compris que l'inconnu présente bien des points communs avec les tueurs en série, par ailleurs centraux dans Mindhunter. L'intervalle permet alors un retour à la diégèse et non sa suspension, mais sur le mode du teaser ou de l'annonce, donc la création d'une forme de suspense. À l'autre extrémité de l'épisode, sur le mode de la révélation finale, on pense au générique de fin de l'épisode San Junipero de Black Mirror. L'intervalle du générique final, qui devrait opérer comme principe interruptif, introduit néanmoins ici une révélation que j'appellerais post-finale, qui transforme rétrospectivement la nature de la réalité fictive représentée. À l'univers virtuel et au paradis éternel correspondent un archivage et un stockage de l'humain qui évoquent à la fois la fabrique du vivant et le contrôle des morts. À l'échelle de la saison, l'intervalle est pratiqué dans ce qu'on appelle les mid-season finale, qui impriment un fractionnement en cours d'arc narratif. Le cas récent de la saison 5 de The Blacklist me permet de souligner une autre fonction de l'intervalle, liée cette fois à la reprise après la suspension à mi-saison. Dans le cas de cet épisode 13 donc, de la saison 5, la suspension était pour le moins dramatique, puisque, divulgachage à nouveau, l'un des personnages principaux est censément mort, et je dis bien censément car on a vu plus d'une série ressusciter un soi-disant mort à l'épisode suivant. De plus, il était également déjà mort en dehors de la série, puisque le spin-off qui devait lui être consacré avait été annulé. Le temps de la reprise après l'intervalle était donc porteur d'une attente exacerbée. L'épisode 14 s'est révélé être un épisode autonome dont le statut reflète la fonction, puisqu'il s'agit d'un épisode de deuil à la fois intra- et extra-diégétique. Intervalle narratif du point de vue formel, puisque épisode autonome, l'épisode montre que l'intervalle peut aussi avoir une valeur symbolique et rituelle. Épisode suspendu, du point de vue de la progression narrative, il met en abîme le travail de deuil et le principe de l'interruption. Dans les évolutions récentes, à l'échelle de la série, les épisodes de Noël deviennent aussi parfois des cas révélateurs. Ils ont pour fonction d'introduire de la rupture par la continuité. Je pense ici à The Abominable Bride de la série Sherlock. L'intervalle y opère de plusieurs points de vue. Il s'agit d'un intervalle spatio-temporel dans l'espace-temps diégétique, puisque l'épisode nous ramène dans l'univers source de la fiction doylienne à la fin du XIXe. L'adaptation contextuelle de Moffat et Gatiss semble y être suspendue. En fait, cet intervalle s'avère ne pas être une suspension, mais une illusion de suspension, puisque l'épisode se révèle être une création fictive du détective. L'apparente rupture se réinscrit alors dans la continuité de la série et l'intervalle aura eu pour fonction de combler des attentes très longues entre les saisons. L'épisode de Noël vient meubler l'intervalle de suspension. Autre forme de rupture introduite par ces épisodes de Noël, la rupture transmédiatique, comme dans le cas de l'épisode Bandersnatch de Black Mirror. Enfin, la rupture introduite par l'intervalle peut menacer de devenir définitive lorsque la série est annulée, comme dans les deux exemples récents de Timeless et Sense8. Arrachés sous la pression des fans, ces épisodes spécifiques, le premier étant aussi un épisode de Noël, le second un series finale, permettent de conclure un récit dont la promesse de dénouement, pour reprendre Florent, avait été confisquée. Ces conclusions narratives, généralement plus longues en termes de format que les épisodes précédents, transforment rétrospectivement une suspension sans clôture narrative en un intervalle. Si l'on considère l'ensemble d'une série, chaque saison peut aussi être perçue comme un intervalle spécifique dont le format peut varier. Ainsi, dans Fringe, la saison 5 relève de l'anthologie, car elle constitue un intervalle spatio-temporel qui se clôt sur lui-même avec la sortie de Walter Bishop et le reboot temporel qui marque la fin de la série,
et d'un point de vue diégétique, confère à l'ensemble de cette saison 5 le statut d'intervalle au sens d'une suspension qui n'a jamais eu lieu, du point de vue diégétique, mais qui était pourtant la clé de la clôture de la série. On constate donc à ce premier repérage que l'intervalle n'est généralement pas un vide ou une suspension dans le néant. Il comprend au contraire un fort potentiel de création et de fictionnalisation, que ce soit côté production ou réception. Son potentiel est bien rhizomatique et il peut aussi acquérir la fonction de déclencheur de possibles narratifs et servir de marchepied à la construction d'un monde possible. En forme sérielle, le rapport au temps et à sa suspension est, on l'a vu, d'emblée complexe, mais lorsque la série s'inscrit par ailleurs dans un genre littéraire qui induit un rapport spécifique à la temporalité, l'analyse de l'intervalle s'avère d'autant plus fructueuse. En SF et dans le récit policier, les structures narratives et temporelles sont d'emblée sous tension. En effet, le récit policier a été qualifié de récit impossible du fait de la tension paradoxale entre récit du crime et récit de l'enquête. La reconstitution du premier ramène aux origines de l'acte qui lance la narration. Le second, au contraire, vise la clôture et la résolution de l'enquête. On sait aussi que le récit policier induit une dynamique réflexive qui fait du lecteur-spectateur un enquêteur et un sémiologue. De façon différente, on retrouve une tension du même ordre en science-fiction, souvent qualifiée de futur antérieur, puisque l'anticipation proposée renvoie par anamorphose à un état du monde qui correspond à un possible futur de celui du récepteur. Dans le cas des fictions post-apocalyptiques, ce phénomène se complexifie davantage, car le monde actuel du récepteur apparaît sous forme de résidus et de traces, renvoyant dans la diégèse future à un présent devenu vestige. Les deux genres sont particulièrement omniprésents dans le paysage sériel contemporain et relèveraient du symptôme d'un nouveau type de rapport au présent. En fait, on peut même remarquer une tendance à l'hybridation entre les deux genres qui transforme les figures d'herméneutes en détectives du futur, enquêtant sur les devenirs post-humains de l'espèce. On peut penser aux enquêteurs de Fringe, The Person of Interest, The Expanse, Dark Matter, Continuum, Dollhouse ou Altered Carbon, parmi d'autres. La fiction sérielle policière et ou d'anticipation ouvre ainsi sur une aventure herméneutique qui interroge les devenirs de l'humain. Dans ces fictions, le saut temporel dans le futur, proposé par les diégèses, implique un rapport à un espace-temps qui relève de l'intervalle comme manifestation de la suspension de la crédulité du récepteur. L'intervalle aurait alors à voir avec la création de mondes possibles, fussent-ils imaginaires ou virtuels. Ici encore, l'intervalle n'est pas équivalent à un vide, mais au contraire à une suspension créative, un saut dans un monde imaginé dont la création est aussi performée par le récepteur. Cette création d'un espace autre et suspendu par un intervalle temporel et spatial est représentée par exemple dans Altered Carbon et Dark Matter, lorsque les personnages passent dans des espaces-temps virtuels dont la dimension illusoire est soulignée par les plans montrant le corps resté dans la réalité diégétique, alors que l'image nous transporte dans le virtuel. La nature même de l'acte de création de mondes possibles est alors soulignée par la fiction qui devient réflexive. L'intervalle permet bien une suspension consentie par le récepteur que le personnage met en acte dans le récit, et la distinction entre actuel et virtuel est surdéterminée par la mise en abîme. On trouve de nombreux exemples de séries à narration complexe qui soulignent à la fois ce rapport paradoxal au temps en fiction sérielle et sa dimension réflexive. L'enjeu est souvent celui de la clôture du récit qui, par principe, pose problème et s'inscrit dans un éternel report de la fin. La série est a priori synonyme de promesse de retour, pour reprendre Florent, mais toute série ne peut réellement se constituer en entité sérielle que si elle se termine. La série télévisée se retrouve ainsi prise dans une tension paradoxale entre désir de suite et nécessité d'achèvement. Certaines séries prennent dès lors le parti de thématiser leur clôture en la mettant en abîme dans la diégèse,
comme dans l'exemple très connu de la fin de Six Feet Under. Je voudrais maintenant m'attarder sur l'exemple de l'épisode 4 de la saison 3 de Dark Matter, intitulé All the Time in the World, qui reprend un trope xéno-encyclopédique de la SF très connu, à savoir la boucle temporelle. Elle sert ici à thématiser ce rapport paradoxal de la série de SF au temps, en jouant de la répétition et de la variation. L'épisode illustre aussi le principe de la formule et la tension entre épisode et arc macroscopique. La spécificité de cet épisode est d'introduire une troisième donnée, celle de la fin. Dans All the Time in the World, Boone est le seul membre de l'équipage du Radza à avoir conscience d'être pris dans une boucle temporelle. On entre alors dans un comique de répétition, la même journée, les mêmes scènes, les mêmes dialogues et accumulation par le personnage de vaines et burlesques tentatives pour prouver la réalité de cette boucle. On finit par découvrir que cette répétition du même est déclenchée par un objet qui évoque l'horloge, donc le comptage du temps et la linéarité temporelle. Pour en sortir, l'androïde retarde la dite horloge de 5 minutes, mais au lieu de déclencher un flashback, le device lui fait explorer plusieurs périodes du futur. C'est cette dernière partie de l'épisode qui est pertinente, car la sortie de l'intervalle temporel constitué en boucle et la fin de cet intervalle, mais aussi de l'épisode, fait se rejoindre les temporalités de l'épisode, du récit et de la série. Nous suivons avec l'androïde des flash-forward, une mosaïque de fragments diégétiques futurs, puis une ultime séquence qui se déroule à la fin des temps. At the end of time, lui déclare Five, devenu vieillard, où lui sont résumés par des titres qui renvoient donc potentiellement à des épisodes, les événements majeurs auxquels l'équipage sera confronté. La sortie de l'éternelle répétition du même s'opère donc par projection en accéléré dans une suite du récit qui restera paradoxalement, et c'est ça qui est intéressant, la seule fenêtre diégétique ouvrant vers la fin dans cette série qui a été annulée. Dark Matter n'a pas pu se constituer en intervalle, car la série a été privée de clôture narrative et diégétique, mais cet épisode, qui thématise la répétition, projette aussi une variation sur la fin des temps, synonyme de possible narratif. D'où la pertinence de la remarque de Monica Michelin, je la cite, « The fundamental desire serialization seems to address is that of unlimited storytelling ». Donc je voudrais dans un dernier temps mettre en lien ce désir fondamental d'histoire, ou plus précisément de narration sans fin, avec le présentisme, qui a été évoqué de façon un peu sparodique ces derniers temps, qui caractérise notre culture contemporaine. Peut-être l'intervalle n'a-t-il jamais été aussi pertinent en forme sérielle, parce qu'il correspond justement à l'une des caractéristiques fondamentales de la culture de l'écran contemporaine et à un nouveau rapport au temps. Le contemporain peut se définir par la notion d'intervalle. Être contemporain implique donc une conception du temps abordée du point de vue de sa durée plutôt que de son passage, de l'intervalle plutôt que de la ligne. Et il serait caractérisé par un présentisme qui peut être mis en relation avec un nouveau régime d'historicité, justement fondé sur l'intervalle et sa suspension. La suspension. La série serait alors un exemple de notre rapport paradoxal à un présent historicisé par une mise en récit spécifique. Le phénomène sériel se singularise par l'introduction d'une remise en question de la fin qui, comme en fiction apocalyptique, semble éternellement repoussée. Refus d'interrompre l'histoire, besoin d'un récit sans clôture, le principe interruptif de la fin ne semble plus opérer, comme si la série refusait de s'ancrer dans la temporalité. Unlimited, sans borne temporelle, ni origine ni fin, un flux narratif qui donnerait l'illusion d'annihiler le temps. Donc je vous laisse lire la troisième citation que vous avez sur la diapo. La forme sérielle serait donc symptomatique de notre rapport au temps. Si pour Gervais, le présent demeure un temps incertain, il n'a jamais été aussi omniprésent, et le présentisme et son absence de principe interruptif seraient la manifestation de cette exacerbation.
On retrouve peut-être alors aussi le temps du délai, tel qu'il a été problématisé par Anders, un temps suspendu, un temps de l'attente, mais qui refuse de s'inscrire dans une temporalité. Sans passé, sans futur, un temps qui ne relève plus du cyclique ni du linéaire. Et je vous laisse lire la dernière citation de la diapo. Cette suspension du temps n'est pas la seule possibilité pour illustrer le présentisme qui caractérise la culture contemporaine et son imaginaire. Comme le remarque aussi Monica Michelin, je la cite, « More daring series like Damages have attempted to transgress seriality by playing on repetition as change and on reviewing as reinterpretation. » Paradoxalement, la répétition peut introduire des variations, des différences, et ces fluctuations changent la nature de ce qui est répété. Les simulations et autres boucles temporelles, les reboots et mises en abîme de la série comme machine à produire des fictions, et là je pense à Person of Interest, en sont l'illustration. Parfois, c'est d'ailleurs la répétition elle-même qui est à l'origine de dysfonctionnements, à l'image de Dollhouse, où le retour du souvenir va, comme dans Westworld, introduire une rupture. Le souvenir, c'est-à-dire le passé, vient interrompre l'éternelle reproduction d'un présent toujours identique à lui-même. Se met dès lors en place une mise en abîme de la sérialité et de la fiction dans la série. Et cette réflexivité fait partie de l'imaginaire contemporain. Elle se déploie plus spécifiquement lorsque la fiction propose une exploration et une formalisation des possibles narratifs. Nombreux sont les exemples sériels de variations sur la mise en abîme de la création de mondes possibles qui inscrivent dans le tissu diégétique le passage d'un seuil de la narration et montrent aux spectatrices et spectateurs les rouages mêmes de la machine fictionnelle qui les fait entrer en fiction. Anne Besson souligne d'ailleurs que cette entrée en fiction, comme on entre en scène, est démultipliée en fiction sérielle avec, et je cite donc Anne, avec sa succession régulière et rapide d'épisodes nombreux qui contribuent sans doute à l'intensification de la présence de la réalité parallèle de l'univers fictif. Fin de citation. Ce sont donc souvent les personnages qui incarnent l'entrée en fiction en franchissant le seuil de la narrativité et en prenant littéralement le contrôle de leur histoire propre. « Everybody's got a story », déclarait Janice dans Flash Forward. « We needed a story », dit Laurie dans The Leftovers. Un récit, une histoire, une biographie qui peut alors déclencher une possible réappropriation de soi. « We are the authors of our stories now », conclut Dolores à la fin de la saison 2 de Westworld. Le récit comme besoin vital, pour reprendre l'expression de Sarah Hatchell, nécessaire pour reprendre le contrôle de soi, d'une réalité propre. « Is this now ?» demande Bernard à Dolores, comme le faisait Amanda dans Minority Report. La forme sérielle serait emblématique d'un changement de régime d'historicité et symptomatique de sa complexité. Le refus d'en finir, ce principe interruptif qui n'opère plus, en serait la preuve. La série, fondée sur la répétition, permet d'occuper tout l'espace du présent. Elle refuse l'interruption, ou du moins, elle la refuse à ses récepteurs, qui s'immergent ainsi dans l'intervalle de suspension fictionnelle proposé. La répétition permet d'occuper pleinement l'espace de ce présentisme. Le fragment ne s'inscrit pas dans une temporalité, il est la trace de son absence, atemporelle. C'est la dernière citation. La sérialité est un mode paradoxal, à la fois fondé sur la fragmentation et sur un retour constant de la narration. La série repose sur le fragment, mais ce dernier cherche éternellement à se réinscrire dans un ensemble, toujours éludé par l'effacement du principe interruptif. On comprend aussi alors pourquoi la forme sérielle est à ce point omniprésente en culture populaire contemporaine. Elle s'inscrit parfaitement dans la définition du contemporain. Par son esthétique du fragment, elle relève de l'intervalle comme pratique du présentisme. Je vous remercie. Question rapide, est-ce que le concept de nostalgie est un concept qui te semble important pour définir la sérialité
et dans ton cadre en particulier? Oui, effectivement, c'est un aspect qui mériterait d'être développé. Je pense que ça pourrait être lié justement à la question que j'ai posée à Anne tout à l'heure, c'est-à-dire le retour d'une certaine esthétique qu'on peut constater. Dans certains épisodes, je repensais depuis ma question de tout à l'heure aussi à l'épisode de Black Mirror USS Callister, où là vraiment, il y a un clin d'œil évidemment intertextuel à la série, au Star Trek, Star Wars, etc. Mais il y a aussi une reprise de l'esthétique de cette série-là. Tu veux dire en lien avec la question de la répétition, de la variation? Oui, ou cette idée d'intervalle par rapport à un passé qui est un passé qu'on ne peut pas récupérer finalement parce qu'il est passé. Donc la nostalgie serait une façon de... en tant que douleur d'un retour impossible ou d'une distance par rapport à un passé qui est passé. Comme possibilité de se réapproprier le passé, tu veux dire? Oui. De sortir du présentisme. Ou tentative ou aux sensations de cet écart qui s'est fait. Oui. Et qu'on essaye soit de combler, soit de récupérer, soit de transformer aussi. Oui, c'est-à-dire que justement, ça dépend si c'est juste de la récupération, donc si c'est juste des clins d'œil intertextuels, ou s'il y a une variation qui est introduite à partir de la reprise, en fait. Donc ça demanderait à être creusé. Mais merci pour la question. Oui, justement, pour prolonger cette discussion sur la nostalgie, je me souviens d'une fois, je discutais avec un historien qui disait... quand même, cette idée de présentisme, c'est génial, et tout ça. Et il y a plein d'historiens, en fait, qui n'y croient pas. Donc là, tout d'un coup, je me suis dit, oh, effet de mode, attention, attention. Et du coup, justement, pour poursuivre cette discussion, il me semble qu'il y a des séries qui ne fonctionnent pas du tout sur un mode présentiste, et où l'intervalle, justement, a une fonction un peu différente. Et peut-être ça vaudrait la peine, justement, de creuser la différence. Et je pense à une série que j'avais un petit peu analysée qui s'appelle Cold Case, qui n'est pas du tout sur un modèle présentiste, au contraire, qui creuse le passé, qui veut le restituer dans sa singularité, dans sa différence, parce que justement, nous avons une tendance présentiste à penser que ce qui s'est passé dans les années 60, c'est sous cette forme-là, etc. Et Cold Case a pour fonction, justement, de recréer, par l'intervalle sériel, un intervalle temporel qui assure, qui certifie, et donc c'est pour moi une série historienne en ce sens-là, puisque l'historien il reconstitue le passé en le distinguant du présent, voilà, en disant ça s'est pas passé comme vous croyez aujourd'hui, justement. Et donc moi je trouve que c'est très intéressant ton idée d'intervalle comme tu l'as dit, comme pratique du présentisme, mais je pense qu'il y a l'autre intervalle qui serait non présentiste. Voilà. Oui. Mais je suis d'accord avec toi, mais en même temps, la série que tu mentionnes, c'est justement une série dont la matrice et le retour sur des cas passés. Alors que la plupart des séries sur lesquelles je travaille sont des séries dont les diégèses sont orientés vers des explorations du futur. Tu vois ce que ça peut être... oui. Donc, donc c'est pas la même dynamique pour moi. Enfin, c'est pas... Enfin, je ne veux pas dire que le détective du futur, c'est devenu une catégorie générique, il ne faut pas exagérer, mais tu vois ce que je veux dire, il y a quand même une tendance à l'hybridation entre SF et vraiment... Tu décris une tendance, en fait. Ouais, d'accord. Plutôt. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres séries qui font autre chose. Mais je pense que dans ces séries sur lesquelles moi je travaille plus spécifiquement, j'ai l'impression, mais c'est aussi une hypothèse à discuter. Que... C'était pour élargir le tableau. Oui, non, mais tout à fait. Et justement le spécifier. Oui. Mais c'est pas le même type de rapport au temps, justement, qui est introduit par une série telle que celle que tu mentionnes. Et qui serait peut-être plus intéressante de ce point de vue-là, en termes de traitement de la temporalité, à rapprocher du roman policier classique et de sa structure impossible, tu vois. Parce qu'il y a des choses très intéressantes qui se jouent de ce point de vue-là, sur la question du rapport à la temporalité dans ces séries-là, qui sont fondées sur un rapport paradoxal au temps d'emblée. Le genre lui-même, si tu veux que ce soit SF ou roman policier, pose un rapport à la temporalité qui est contradictoire. Oui, moi j'aurais peut-être une question qui va lier les deux communications de ce matin, de Anne et la vôtre, sur la question des rapports de pouvoir quant à cette question de la fin, qui a le mot de la fin.
parce que ce qui est intéressant aussi dans cette notion de présentisme, c'est qu'on présente ça comme effectivement que c'est quelque chose d'accepté. On serait dans un état où on accepterait finalement qu'il n'y ait pas de fin, mais dans ce qui apparaît dans vos deux communications, c'est qu'il y a vraiment un pouvoir du marché de dire ça suffit. Ouais. C'est-à-dire que même si les femmes luttent pour obtenir au moins un épisode, je dirais, de Noël, oui. c'est même, je trouve ça un peu, un peu violent, oui. Au moins un cadeau de Noël. Au moins un cadeau. Donc je trouve ça intéressant, ce rapport de pouvoir très fort entre finalement un auteur dont on acceptait la mort, ou dont la mort était quelque chose, une cause naturelle, il meurt, finalement, on anticipe même la mort de l'auteur pour pouvoir interrompre de façon arbitraire ce rapport à la sérialité et en être très triste et être dans le deuil éventuellement. Mais là, on a un pouvoir du marché qui dit non, ça suffit, c'est moi qui décide que cette série-là va s'arrêter, quand bien même il y aurait une inventivité extraordinaire, comme vous nous l'avez montré, par rapport à cette notion de temporalité, ces anticipations, ces investissements dans l'intervalle, une sorte de lutte contre un pouvoir qui aussi est un pouvoir, je dirais, au terme des temps présents, qui est aussi le marché qui nous amène vers une décision de fin du monde aussi. Il y a aussi cette angoisse-là qui dit finalement les lois du marché, c'est aussi celles qui vont peut-être vraiment décider de la fin du monde. Oui, absolument. D'une certaine manière. Donc est-ce que il y a aussi quelque chose de très violent, de très politique aussi dans ce rapport. Oui, surtout que la plupart des séries en question sont très politiques. Enfin, je pense à Sense8 en particulier. Et moi, j'ai trouvé assez fascinant de voir effectivement cette opposition entre une autorité marchande, industrielle, qui impose la fin d'une série suite à un certain nombre de critères qu'on peut discuter, et une mobilisation des fans qui permet d'obtenir une clôture. Ou une forme de clôture, quoi. Mais sous la forme d'un cadeau. Oui, c'est... Il y a aussi une sorte de... Mais après, ça dépend vraiment des séries, parce que l'exemple de The Abominable Bride dans la série Sherlock, c'est encore autre chose, quoi. C'est un cas un peu spécifique, puisque c'est une série dans laquelle, bon, peut-être pas au point de Game of Thrones, mais dans laquelle on attendait énormément entre chaque saison. C'est aussi une série spécifique parce que les épisodes durent 1h30. Donc, est-ce que c'est encore une série ? Enfin, c'est une autre question dans laquelle je vais m'embarquer, mais qui est un peu compliquée. Et ces épisodes de Noël, oui, moi ce qui me paraît intéressant, c'est qu'ils peuvent avoir différentes fonctions, mais dont celle effectivement de compenser la perte de contrôle et de pouvoir des récepteurs qui, de toute façon, je suis tout à fait d'accord avec vous, n'auront pas le choix que d'accepter l'annulation quand elle a lieu, de toute façon. Il y a d'autres formes de continuation tout de même. On peut continuer aussi une série sous une autre forme médiatique. Les fanfictions, bien sûr, peuvent le faire. Mais ça peut être comme Buffy a eu des saisons supplémentaires sous forme de comics. Fait géré par le producteur, l'auteur. Et un autre exemple, c'est toujours sur le même auteur, je connais que son échappe maintenant. Donc Firefly, Joss Whedon, où là il a rassemblé de l'argent pour faire un film. Il y a cette possibilité d'en appeler aux fans par le biais du crowdfunding pour leur Véronica Mars. Du coup, la cinéphilie pourrait aussi avoir une motivation politique à un moment donné dans l'engagement pour continuer la série aussi. Oui, alors, politique ou non, parce que Firefly ou Véronica Mars, en l'occurrence, n'étaient pas des séries avec des enjeux politiques majeurs. Après, il y a des exemples. L'autre exemple auquel je pensais, moi, qui est assez intéressant de ce point de vue-là, c'est la série Hannibal. Qui s'inscrit justement dans une diversité de médias assez étonnante. Et ce qui est marrant, c'est que... Enfin, marrant, je sais pas, mais Brian Fuller, à la fin de la saison 3, tue ces deux personnages principaux de façon à ce qu'il ne puisse pas y avoir, en fait, de suite possible. Donc là, c'est une reprise de contrôle de l'auteur, d'une certaine façon,
qui échappent à l'autorité et au pouvoir de l'industrie de la production, quoi. Bon, ça n'empêchera peut-être pas un autre showrunner de faire une suite, mais il y a eu quand même une forme de clôture désirée, posée et imposée par Parce que l'auteur. c'est vrai que dans Sense8, vous le dites très bien, c'était incroyable. Oui. C'est politique qui soudain surgissait. Surtout que c'est une des séries les plus politiques et les plus intéressantes de ces dernières années, donc c'était intéressant de voir que ça a marché, quoi. Ça fait penser justement cette question-là, en fait, de la négociation entre le désir de créer une fin versus le désir de créer de nouveaux intervalles me semble extrêmement intéressant. Le cas d'Annabelle que vous veniez de mentionner, on le sait aussi qu'avant que Fuller décide finalement de tuer les deux personnages, bon, il y avait des discussions, les diffuseurs se demandaient s'ils allaient poursuivre la série, et là, dans ce sens-là, il y avait d'autres plateformes, d'autres diffuseurs, distributeurs qui disaient, eh bien, si cette série-là n'est pas renouvelée, nous, on serait prêts à la récupérer. Et je trouvais intéressant, en fait, cette question-là du rapport, justement, dont vous parliez entre créer une fin versus créer de nouveaux intervalles, le refus de la fin d'une série, avec l'arrivée aussi des services de télévision par contournement, les nouvelles plateformes. La question se pose d'autant plus, on pense notamment à The Expanse, que vous avez mentionné, qui a été récupéré par Amazon sous la pression des fans qui voulaient justement que cette série-là se poursuive. Est-ce que ça va créer quelque chose, est-ce que ça pourrait aussi faire partie de cette réflexion-là que vous parliez sur cette espèce, le refus de la fin, le présentisme qu'on trouve actuellement? Mais j'avais une phrase prévue dans ma communication pour dire que je n'allais pas aborder cette question-là, parce qu'en 20 minutes, c'est un peu difficile. On peut l'aborder. Mais voilà, c'est un point particulièrement intéressant mais que je n'ai pas encore creusé, hein, j'avoue, qu'on retrouve aussi avec la série Black Mirror. Et là, moi, j'attends un petit peu de voir comment les choses évoluent, parce que je sais pas ce qu'en pensent les uns et les autres dans la salle, mais depuis que ça a été repris, Black Mirror, c'est pas du niveau de ce que les premières saisons, et en particulier l'épisode 1 de la saison 1, qui était quand même particulièrement percutant, nous avaient habitués à voir, quoi. Donc, le problème, c'est que là, il faut un petit peu de temps pour voir comment les choses évoluent. Mais c'est vrai que ce sont des enjeux là qui deviennent brûlants et plus que contemporains, justement, que de pouvoir évaluer l'évolution d'une série par rapport à toutes ces questions-là, lorsqu'elle passe sur d'autres types de plateformes et de modes de diffusion.